Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, je suis votre hôtesse et aujourd'hui, on va parler d'amour, qui est un sujet que j'adore et pas de n'importe quel type d'amour, mais de polyamour, de relations ouvertes, de créer ces relations comme on l'entend, comme ça nous fait du bien, comme c'est juste pour nous. Alors, j'ai fait un épisode en juillet, polyamour, Q&A et partage personnel. Et suite à cet épisode, j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de partages personnels aussi de votre part sur les réseaux sociaux et merci beaucoup. Et votre désir d'avoir d'autres réponses. Donc avec ce nouvel épisode, je vais partager d'autres parties de ma vie, de comment je vois les choses et de pourquoi moi j'ai fait ce choix pour ma vie. En préambule, je voudrais dire que c'est un cadre un peu particulier puisque je vis actuellement avec mon deuxième compagnon à la maison parce que Christian est en voyage. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore mon environnement, j'ai un fiancé, Christian, qui est allemand, que j'ai rencontré il y a 5 ans. On est fiancés depuis 1 an, devrait se marier cette année. Il y a juste les papiers, c'est pas très très pratique quand on vit à l'étranger, qu'on n'a pas la même nationalité, mais on fera ça quand on sera prêt et on va faire un élopement. C'est-à-dire qu'on se marie juste tous les deux, pour nous. Et il est parti en voyage en Europe et d'habitude il y va en décembre. Et puis là en décembre, mon autre compagnon, possiblement, il va rendre visite aussi à sa famille. Il est des États-Unis. Et Christian m'a dit, bah non, mais ça m'embête en fait que tu sois toute seule. Donc je préfère partir un peu plus tôt, en novembre, pour te donner la possibilité de passer du temps avec ton autre amoureux. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà. Juste pour partager un petit peu le contexte, c'est juste magique et magnifique, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer possible. Donc je vis en ce moment chez moi avec mon deuxième amoureux. Donc en préambule, avant de répondre à vos questions et avec quelques petites notes que j'ai notées sur le côté de choses que j'avais envie de partager. D'abord, je fais pas l'apologie du polyamour, je partage mon expérience et je sais que ça intéresse de plus en plus de personnes qui sont elles aussi en train de déconstruire beaucoup de choses en lien avec la monogamie ou en tout cas la façon dont on nous a proposé les relations jusqu'à maintenant à travers les films, l'éducation, la société, etc. Et puis, il y a comme un désir de juste savoir ce qui est juste pour nous et au-delà des constructions sociales, en fait. Ça demande quand même du courage parce que ça remet beaucoup de choses en cause et ça peut soulever beaucoup de peur. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui n'essayent pas. Et puis, il faut aussi tomber sur des personnes qui sont sérieuses et qui ont envie de faire ça avec beaucoup d'éthique et de se poser beaucoup de questions pour rester dans son cœur et beaucoup respecter les autres. Il y a des questions que j'ai entendues là dans un livre que j'aime beaucoup, que je suis en train de lire, qui s'appelle Polywise. C'est la même personne qui a écrit Polysecure, dont j'ai déjà parlé. Polywise et Polysecure ont été écrits par Jessica Fern, qui est, je crois, canadienne et qui est thérapeute, experte des relations plurielles. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Dans ce livre Polywise, elle disait est-ce que les gens se sont-ils vraiment interrogés dans leur vie sur les avantages de la monogamie et quels sont les coûts de la monogamie et quelles sont les opportunités qui sont là dans la monogamie. Et également, de l'autre côté, quels sont les avantages, quels sont les coûts et quelles sont les opportunités de choisir une relation non monogame et pourquoi les gens le font. Et donc, du coup, je me suis interrogée avec ce livre-là sur ce que ça voulait dire pour moi. Moi, je ne suis pas partie d'un espace mental pour faire ce choix de vivre une relation ouverte. C'est arrivé parce que c'était une histoire de rencontre. Et je pense que c'est souvent comme ça, finalement. C'est naturel, c'est une histoire de rencontre, sauf pour les personnes qui sentent qu'au fond de leur cœur, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et donc, elles vont aller vers des communautés qui viennent parler de relations ouvertes, etc., parce que ça les intéresse vraiment. En fait, il y a quelque chose, il y a un vrai désir d'apprendre et de découvrir. Pour moi, c'était pas comme ça. C'était vraiment une rencontre avec Matthew. C'était il y a 6 ans, 5 ans. Et d'ailleurs, j'ai prévu un épisode avec Matthew. On l'a déjà enregistré, mais il y a eu un problème d'enregistrement, donc on va le refaire. Et je vais essayer de sortir les deux en même temps, celui-là et celui avec Matthew. Il sera en anglais parce qu'il est américain, donc forcément. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai rencontré, Matthew, il y avait vraiment cette part de moi où je me disais comment, moi qui suis une grande amoureuse, comment je vais faire pour réunir mon désir d'attachement et de créer l'amour avec quelqu'un sainement et mon désir de liberté. Vraiment, moi, la liberté, c'est ma valeur première, c'est-à-dire d'être pleinement qui je suis, de m'autoriser à changer, grandir, évoluer, me transformer, continuer à dire oui à l'amour
sans me restreindre si je rencontre quelqu'un. Mais j'avais pas forcément en tête que continuer à dire oui à l'amour, c'était forcément avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais j'en avais pas fait l'expérience non plus, donc je me rendais pas compte de ce que ça pouvait donner. Et quand j'en ai fait l'expérience, ça m'a ouvert le champ des possibles dans ma tête et dans mon cœur. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire à quel point je déborde d'amour et que si je le fais bien avec des personnes conscientes et si on se pose les bonnes questions, on peut se respecter et créer de multiples relations en même temps et que tout se fasse bien. Et même plus que bien, en fait. Vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Excusez-moi. Ah oui, si. Alors, je reçois pas mal de messages de gens. C'est marrant parce que depuis que je parle d'amour, donc il y a plein de gens qui viennent me confier leur vie amoureuse. Alors, je fais pas de coaching amoureux en MP, d'accord, en message privé, soyons clairs. Mais il y a certainement des programmes qui arriveront sur l'amour, des coachings qui arriveront sur l'amour. Il y a des choses qui vont arriver parce que j'ai déjà écrit un livre sur ce thème que je vais revoir et qui sortira certainement l'année prochaine. Je sens que c'est juste parce que j'ai tellement plus d'expérience qu'il y a 4 ans quand je l'ai écrit, où ça allait déjà plutôt bien, mais là, c'est vraiment extra. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils ont envie de tenter le polyamour comme le truc de la dernière chance. Ça va pas avec mon compagnon, ça va pas avec mon mari. On se dit, bah tiens, si on ouvrait, peut-être que ça irait mieux. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le truc de la dernière chance, vous voyez, parce que ça apporte des nouveaux challenges de jalousie, de peur, de soulever des réponses névrotiques qu'on n'avait pas prévues. Donc, moi, je le prévoirais pas comme un truc de la dernière chance. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux travailler sur ces défis plutôt que ça. Ça fait peur parfois d'être en relation ouverte et en même temps, c'est très expansif. Il y a vraiment ce côté, waouh, je suis capable d'accueillir davantage d'amour à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, de recevoir aussi davantage d'amour. Ça demande de la confiance, de penser qu'on peut tout créer, en fait, de croire qu'on peut tout créer sous de multiples formes et de co-créer avec les autres et de co-créer avec la vie sans essayer de s'attacher de façon malsaine, en fait. Et pour moi, c'est ça vraiment l'amour, parce que l'amour, c'est grand et c'est expansif. Et la peur, c'est pas de l'amour, c'est autre chose. La peur, c'est une réaction névrotique à nos blessures. Quand on a été trahi, quand on a été blessé, quand on a été humilié, quand le lien s'est détaché à des moments, en fait, avec les gens qui s'occupaient de nous quand on était enfant. Donc ça nous ramène à des choses très archaïques, en fait. Et ça demande de se prendre vraiment par la main quand on est en relation ouverte et de travailler sur tous ces défis névrotiques pour pouvoir voir qu'il y a autre chose. Et ça demande aussi de bien se connaître et de comprendre ses réactions et de l'expliquer à ses compagnons et de dire voilà, là je sens qu'il y a quelque chose, en fait, il y a une réponse qui vient à l'intérieur de moi que je vais t'exprimer. Je sais que je suis plus grande que ça, mais j'ai besoin que tu sois avec moi dans cet espace et que je puisse écouter mes émotions parce qu'elles sont là aussi et qu'elles font partie de mon humanité. Et elles vont passer, et une fois que ça va passer, de l'autre côté, je suis plus grande et plus expansive que ça. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ça fait tellement grandir humainement et dans notre divinité, en fait, c'est juste magnifique. Est-ce qu'on a besoin d'être en relation ouverte pour le faire? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut le faire aussi en relation monogame. Mais ça va être comme un bootcamp accélérateur d'être en relation plurielle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Juste en préambule, encore avant de répondre à vos questions, j'avais envie de partager des choses sur le fait que j'ai vraiment bien sélectionné mes amoureux. Ils sont extraordinaires. Ils sont très, très conscients et très, très respectueux et très, très aimants. Et en même temps, ils disent la vérité. Et ça, vraiment, leurs compétences de communication sont essentielles pour que ça fonctionne, et les miennes aussi. Donc, on laisse rien à l'implicite. S'il y a des choses qui sont non dites, c'est parce qu'elles ne sont pas mises en lumière. Donc, on va travailler pour les mettre en lumière, ensemble et séparément. Donc, ça, c'est hyper important et on se soutient énormément. Et aussi, très important pour moi, on a des valeurs communes de liberté, de courage, de vérité, etc. Donc, je ne les ai pas choisis par hasard, je les ai filtrés. C'est-à-dire que c'est évident pour moi, c'est des hommes avec qui on a à la fois les valeurs et une vision de la vie commune. On est aussi des freedom fighters. Et
c'est des hommes qui ont une grande vision de ce qui est possible pour leur vie et qui me voient aussi puissante et qui me soutiennent dans ce qui est possible pour ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc même si l'un ou l'autre peut flancher 5 minutes, oh là là, ça c'est difficile ou je me sens pas capable de, on va se ramener dans notre puissance personnelle. Et ça, c'est juste waouh. Donc gratitude pour ça aussi. Voilà. Sinon, une des prises de conscience que j'ai eues récemment aussi, c'est à quel point c'est génial d'être en relation ouverte parce que on comprend que l'autre ne peut pas être tout pour nous. Contrairement en relation monogame, où même si on le comprend, parfois on attend quand même que l'autre soit tout pour nous ou presque tout pour nous. Et là, en relation ouverte, en fait, c'est tellement évident que, bon, en fait, on n'est pas obligé d'être tout pour l'autre parce que l'autre peut trouver ailleurs ce qu'il est en train de chercher aussi. Un exemple concret, mon nouveau compagnon, il est très sportif et il a vraiment ce désir d'avoir une femme sportive à ses côtés. Donc, je fais un peu plus de sport avec lui parce que c'est très communicatif, sa passion, en fait. Mais c'est pas ma passion à moi, vous voyez. Et donc, je me sens pas obligée de rentrer dans son moule. Non pas que je me serais sentie obligée en relation monogame, mais peut-être un peu plus. Vous savez, comme dans les premiers moments d'une relation, parfois, on fait un peu plus d'efforts pour rentrer dans le monde de l'autre et tout ça. Mais c'est très relaxant de se dire, ou même l'autre fois, on parlait de randonnée, camping, etc. Et moi, je lui ai dit, mais tu vas faire ça avec une autre de tes copines. Et voilà, et une fois que tu auras terminé, si tu as envie, tu peux me retrouver à l'hôtel 5 étoiles qui sera dans le coin près de la mer, tu vois. Donc, c'est super de se dire ça, de dire qu'en fait, il peut tout à fait trouver d'autres personnes avec qui il vivra d'autres expériences. Et justement, lui, l'un de ses désirs, pourquoi il est en polyamour, c'est parce qu'il veut de la diversité. Et pour lui, c'est juste le goût de la vie, quoi. C'est d'avoir de la diversité amoureuse. Et il est très content de pouvoir vivre cette expérience, d'être à la fois dans une relation saine. Il était célibataire avant, depuis longtemps, à la fois dans une relation saine et aimante avec moi, et à la fois d'avoir la diversité de pouvoir faire d'autres rencontres. Vivant à Bali, il y a plein de femmes qui voyagent ici, il peut les rencontrer pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il est content. Et c'est parfait, en fait, c'est juste génial. Moi, je crois qu'il y a aussi une grande intelligence dans l'énergie de la vie qui m'a amené à un deuxième amoureux qui ne cherchait pas à remplacer mon premier amoureux dans le sens qui ne cherche pas à avoir cette vie commune tous les jours pendant des décennies, quoi. Voilà, c'était pas son désir. Quand on s'est rencontrés, il a vraiment le profil de bachelor qui se construit professionnellement, qui a envie de rencontrer plein de femmes, et en même temps qui est très, très aimant, très amoureux et qui est très content d'avoir une relation stable. Donc c'est juste génial, notre créativité, ce qu'elle vient pouvoir inventer pour pouvoir naviguer ensemble. Donc c'est top. Alors, je vais répondre à vos questions parce qu'en répondant à vos questions, il va y avoir d'autres choses que j'avais envie de partager. Je pense que le reste que j'ai écrit, c'est connecté à tout ça. Donc, on me demande si ça a changé des choses dans ma relation avec Christian et si lui a d'autres compagnes. Il n'a pas actuellement d'autres compagnes. Et oui, ça a changé des choses, notamment dans la gestion du temps, parce que je pense que le plus gros challenge en polyamour, c'est la gestion du temps. Comment on fait pour honorer tous nos compagnons, toutes nos compagnes, quand on n'a que 24 heures dans une journée et quand, comme moi, par exemple, on aime beaucoup aussi passer du temps seul pour se recharger et du temps dans la nature et qu'on a une entreprise et qu'on veut écrire des livres, etc., etc. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est une navigation, en fait, dans les besoins de chacun, chacune. Ce qui est bien, c'est que Christian est très autonome. Il adore être tout seul. Il a vraiment besoin de passer beaucoup de temps tout seul. Donc, finalement, ça se passe plutôt très bien. Est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie? Si, il y a de la jalousie. Mais il y a comme 2 niveaux de lecture. Donc, ok, dans Coach Femme d'Ara, je l'explique comme ça. Si jamais vous avez fait ma formation, ça va vibrer pour vous. Il y a ce que j'appelle le front office au niveau de la personnalité qui va répondre avec ses réactions névrotiques, donc ses blessures. Et puis derrière, il y a le back office avec une part de nous qui est intouchable, qui est toujours connectée à l'amour, qui est dans l'expansion, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est une navigation entre les deux et un voyage entre les deux. Et donc, par exemple, même moi, hein, je peux avoir une réaction à la rencontre d'un de mes compagnons avec une femme, un petit peu, c'est qui? C'est qui? Elle est comment? Et puis après, il y a quelque chose qui se détend et je reviens dans mon cœur et je peux alors toucher à la curiosité.
ah, et qu'est-ce qui te fait plaisir dans le fait de l'avoir rencontrée, et pourquoi elle te plaît, est-ce que tu as envie de la revoir, et qu'est-ce qu'elle apporte dans ta vie, etc. Et là, j'invite la compersion. Donc, compersion, c'est un mot anglais qui dit, en fait, être capable de se réjouir du plaisir et de la joie de l'autre. Et ça, c'est juste, c'est next level, en fait. Quand on arrive à inviter la compersion, c'est juste magnifique. Comme par exemple, en ce moment, Christian, il a de la compersion pour moi, vivant ici à la maison avec mon autre compagnon. Et il a aussi de la gratitude parce que du coup, je ne suis pas toute seule. Il y a quelqu'un qui est avec moi, qui prend soin de moi. Et c'est juste génial. Donc, est-ce qu'il y a de la jalousie? Oui, il y a de la jalousie. Je pense qu'il y a de la jalousie chez tous. Il y a de la jalousie chez Christian, en relation avec ma relation avec mon nouveau compagnon. Moi, j'ai de la jalousie vis-à-vis des compagnes de mon nouveau compagnon. Et mon nouveau compagnon a de la jalousie vis-à-vis de ce que je fais parfois avec Christian, quand je partage des trucs en story, etc. Mais en fait, on arrive à le dépasser parce que on passe pas notre vie dans le front office. En fait, on navigue entre les deux. Et on est en thérapie, et on a des outils de coaching, et on lit beaucoup de livres sur le polyamour et tout ça. Donc en fait, on s'arrête pas là. On s'arrête pas. Je ressens de la jalousie, c'est inconfortable. Qu'est-ce que je fais? En fait, je respire, je regarde mes émotions, je les accepte, je les fais circuler, j'en parle, j'exprime mes besoins. On trouve un accord relationnel qui convient à tout le monde. Et voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions en lien avec les protections au niveau des maladies sexuellement transmissibles, etc. Et aussi en lien avec les vaccins Covid, etc. Parce que vous êtes aussi beaucoup des freedom fighters. Pour moi, mes compagnons, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a des valeurs communes, donc ils ne sont pas vaccinés Covid. et, et voilà, tout simplement. Et après, on a des accords sexuels, en fait. Donc, sexe protégé, sexe non protégé, etc. Tout ça, on s'est mis d'accord avant sur comment ça devait se passer. Et donc, concrètement, mon nouveau compagnon, il a d'autres compagnes avec qui il se protège, et il ne fait pas de sexe oral. Sinon, il va être obligé de faire des tests tous les 4 matins s'il veut conserver la possibilité de faire du sexe oral avec moi. Voilà, donc c'est plutôt très clair comme ça. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer pour un prochain podcast, mais je pense que ça suffit comme réponse. Ensuite, j'ai reçu une autre question plus globale. Comment créer une belle relation avec son conjoint? Donc, bien filtrer à l'entrée, même valeurs communes, même vision commune de la vie, etc. Très important, parce que s'il y a des choses qui sont irréconciliables, en fait, on va passer son temps à s'embrouiller. Ensuite, créer des accords relationnels qui nous conviennent à nous et qui ne soient pas copier-coller de la société. En fait, vraiment trouver ce qui est juste pour nous. Exprimer ses besoins, rien laisser dans les non-dits. Et puis, suivre sa vérité et s'autoriser à changer. Je pense que ça, c'est important aussi. S'autoriser. Moi, je dirais que la relation la plus importante, c'est celle que j'ai avec moi-même. Et Christian, la relation la plus importante, c'est celle qu'il a avec lui-même. Et ensuite, on se rencontre, en fait, là-dedans. Et avoir de la curiosité pour le monde de l'autre et apporter du plus au monde de l'autre plutôt que apporter davantage de challenge au monde de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai parlé récemment avec mon nouveau compagnon. Lui et moi, quand on s'est rencontrés, on est dans un bon espace dans notre vie où on sentait qu'on était complet. C'est-à-dire que moi, je me sens heureuse, aimée, connectée avec l'énergie d'amour avec moi-même, etc. Et quand j'ai rencontré mon nouveau compagnon, je sentais que le gâteau était plein, quoi, cuit et plein. Et donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah, mais tu es en fait le icing on the cake, tu es le glaçage et les fruits sur le cake, mais tu es pas le cake, parce que c'est moi. C'est moi, et c'est ce que j'ai déjà créé dans ma vie, en fait. Et lui, pareil, avec là où il en était dans son état personnel. Donc, ce qui fait que qui on est, c'est deux personnes 100% ancrées dans qui elles sont. Donc, je pense que c'est important de bien se connaître, de faire ce chemin, en fait, pour se connaître en thérapie, en coaching, et de se poser des questions sur ce qu'on veut véritablement dans la vie, pour pouvoir apporter ça à la relation, et aussi savoir c'est quoi les avantages d'être avec nous. Ça, j'en ai parlé récemment dans les stories aussi, parce que j'ai une copine ici à Bali, elle a eu beaucoup de difficultés à dire à un homme qu'elle l'aimait, et puis finalement il est reparti,
et elle lui a toujours pas dit et elle a vraiment l'impression d'être passée à côté de quelque chose, mais elle avait pas l'impression d'apporter quelque chose de plus à sa vie, à lui et donc elle était pas dans une forme de puissance personnelle en allant, à l'idée d'aller le voir et de lui dire: «Voilà, j'aimerais passer du temps, intime avec toi, j'ai des sentiments pour toi, voilà ce que je sens que je peux apporter à ta vie, voilà comment j'aimerais, te être avec toi». En fait, elle a pas conscience de ça. Et ça, je pense que c'est important de travailler là-dessus quand on veut créer des belles relations, c'est savoir ce qu'on apporte à une relation. Et moi, je sais que j'apporte beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie, beaucoup d'empuissancement, zéro bullshit, je veux qu'ils donnent leur meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important chez les hommes que je rencontre. En fait, c'est je les cueille, ils sont comme ils sont, ils peuvent être dans un état un peu pas donner leur meilleur dans différents domaines de vie. Et une fois qu'ils sont avec moi, bah, en fait, ils sont obligés de regarder dans les recoins et de dire ouh, ah, là, je donnais pas mon meilleur. Et je vois Anne-Claire comment elle vit, je vois les questions qu'elle me pose. Maintenant, je vais avoir envie de donner mon meilleur. Et ça, pour moi, c'est la recette pour des relations excellentes parce que quand les hommes ressentent ça avec nous, qu'ils se sentent en sécurité, mais qu'en même temps ils voient que nous on est des aventurières à l'intérieur, c'est sexy, c'est quand on dit la vérité c'est tellement attractif, c'est génial. Quand on a des bonnes compétences de communication et qu'on est capable de les aider à connecter avec le meilleur de qui ils peuvent être, on est irremplaçable. Soyons clairs. Ils peuvent avoir d'autres compagnes, elles ont d'autres couleurs, d'autres saveurs, tout ça, d'autres parfums, mais on est irremplaçable dans cette unicité, cette vibration, dans ce qu'on apporte. C'est, c'est juste génial. Donc ça donne beaucoup de confiance, ça aussi. Donc voilà une clé en plus. Question suivante. Est-ce que je partage ce qui se passe avec le partenaire B à Christian et inversement? J'imagine que ça dépend des accords relationnels, mais y a-t-il besoin de cette transparence? Alors, Christian ne pose pas forcément beaucoup de questions, il en pose de temps en temps. Parfois, moi, je vais lui donner des informations quand je sens que c'est nécessaire pour le bien-être de notre couple, en fait, qu'il sache où on en est. Parce qu'il y a un moment, il posait pas beaucoup de questions à propos de mon deuxième compagnon, mais j'ai senti qu'il y avait le stress qui montait. Et donc, je l'ai aidé à faire redescendre les histoires qui se racontaient dans sa tête en lui disant « Non, mais tu sais, là où il en est dans sa vie, il cherche pas du tout à venir te remplacer ou quoi que ce soit, en fait. Donc, c'est moi qui suis venue rapporter des informations à Christian qu'il n'avait pas forcément demandé, mais dont j'ai senti qu'on avait besoin à ce moment-là ensemble pour continuer à être dans une co-création saine. Après, on évite le oversharing. Moi, je vais pas aller lui raconter des trucs qu'il n'a pas envie de savoir. De la même façon, avec mon nouveau compagnon, lui, il a tendance à overshare. Il est très voilà, il dit toute la vérité, rien que la vérité. Il a lu Radical Honesty de Brad Blanton, qui est un de mes livres favoris. Il a lu ça il y a quelques années. Et depuis, pour lui, il ne jure que par la vérité. Donc parfois, je le calme un peu. Je lui dis non, mais tu sais, j'ai pas besoin d'avoir autant de détails. Merci, ça me va. Tu peux juste m'expliquer the big picture et je suis contente avec ça. Et après, je poserai davantage de questions. Je pense que c'est important quand on est avec ses compagnons de se concentrer sur cette relation, en fait. Vous voyez par exemple, mon nouveau compagnon, la semaine dernière, il a eu un rencard en journée. Il est rentré à la maison et il a dormi avec moi le soir. Et je ne savais pas ce qui s'était passé depuis la semaine dernière. Ça fait déjà une semaine qu'il a eu ce rendez-vous. Et je lui ai demandé aujourd'hui. Je lui ai dit alors, what's up est-ce que vous allez vous revoir cette semaine? Est-ce que vous êtes toujours en contact et tout ça? Mais c'est pas mon main focus. Voilà, en fait, mon focus principal, c'est notre relation à nous. Et donc, c'est nourrir notre belle relation à nous. Je pense qu'un des écueils qu'on peut avoir en polyamour quand on est dans l'insécurité, c'est de passer son temps à parler des autres relations, et d'évaluer comment sont les autres relations par rapport à notre relation, etc., au lieu de se concentrer sur la relation qu'on a. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec Christian dans la phase de réouvrir la relation en mois de juin. C'était hyper important pour moi qu'il comprenne que pour moi, il est le roi dans notre royaume, le royaume qu'on est en train de construire, et que c'est à lui de se comporter comme le roi dans notre royaume et de ne pas se laisser distraire par des princes qui pourraient venir passer quelques mois ou quelques années dans ma vie. Et donc, c'est exactement comme ça que je le vois, en fait. Quand on est en relation avec quelqu'un,
il y a un roi et une reine, après il y a d'autres personnes qui peuvent passer, ou si on est dans des relations sans hiérarchie, parce que moi je suis dans une relation avec hiérarchie, c'est-à-dire que j'ai un partenaire principal qui va être mon mari, avec lequel j'achète ma maison, etc., etc., avec qui je vais avoir un chien, un chat, tout ça, une entreprise, des projets, etc. Et puis là, j'ai un autre compagnon avec lequel je n'ai pas de projet, je ne vais pas acheter de maison, etc. Et c'est une relation secondaire. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, cette relation secondaire ne prendra pas plus de place, c'est aussi tout à fait possible, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans mes accords relationnels. Il y a une autre façon de créer le polyamour, c'est sans hiérarchie, où on est juste dans un flow en fait, et on suit l'énergie de l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas réalisable dans ma relation avec Christian, parce qu'on n'a pas ce genre d'accord relationnel, mais dans le futur, pourquoi pas créer aussi des relations sans hiérarchie. Pas aujourd'hui. Et je suis OK avec ça comme ça, et on verra comment ça évoluera dans le futur. Donc j'ai répondu à cette question. Quelles questions me permettent de pressentir une belle relation? Je leur demande ce qui est important pour eux. Je leur demande ce qu'ils sont en train de construire pour leur vie. En fait, c'est quoi la vision qu'ils ont pour leur vie? J'aime bien aussi connaître un petit peu ce qui est important pour eux au quotidien, en fait, là où ils mettent leur énergie. Ça, c'est super important, là où ils mettent leur énergie au quotidien. J'aime bien les mecs qui sont engagés dans quelque chose, qui sont passionnés par quelque chose, et quelque chose qui soit naturel. Voilà, Christian, il est focus sur devenir psy, c'est vraiment sa passion depuis des années, donc il a fait beaucoup de formations, il analyse les rêves, en fait, je suis admiratrice du temps qu'il passe pour développer ces espaces-là à l'intérieur de lui, en fait, se connaître, aider les autres à se connaître et tout ça, enfin, j'adore. Mon autre compagnon, il est passionné de sport et d'aider les gens à avoir un corps en bonne santé, tout ça. En fait, c'est juste, pour moi, hyper important. C'est des choses essentielles. Et après, les qualités de communication. Si quelqu'un est capable de communiquer ouvertement sur ses peurs, ses désirs, tout ça, c'est hyper important. Et je sens que du coup, ça permet de tout co-créer. Donc, c'est principalement ça qui me permet de pressentir une belle relation. Et s'il y a des red flags, des drapeaux rouges, comme on dit, je les vois assez vite. Et après, j'aurais tendance à crever l'abcès assez vite pour voir si je me raconte des histoires ou si effectivement, il y a des choses qui ne vont pas correspondre. Donc, j'aurais tendance à mettre tout de suite l'éléphant dans la pièce, dans la conversation, pour dire, bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça, pour pas attendre que ça grandisse, en fait, que ça prenne des années et qu'un jour on explose, ou des mois et qu'un jour on explose. Ensuite, j'ai des questions sur le Prince Farming. Alors, Prince Farming, c'est un concept de Alison Armstrong, dont j'ai lu plein de livres, écouté plein de workshops. Cette femme, c'est un trésor. À ma connaissance, son travail n'est pas traduit en français. Donc, en réécrivant mon livre, peut-être que je mettrai un paragraphe sur le travail d'Alison Armstrong ou les grands concepts du travail d'Alison Armstrong. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça, mais elle travaille beaucoup sur les différences hommes-femmes, les différences qui sont vraiment inhérentes à qui on est. Et elle dit que les femmes ont en elles la capacité de transformer les crapauds en princes et les princes en crapauds. Et que le prince de l'une peut être le crapaud de l'autre et vice-versa. Parce qu'en fait, c'est à nous, femmes, de réaliser qu'on a la possibilité de créer un terreau fertile pour que l'homme puisse bien pousser. Surtout quand l'homme est jeune et qu'il est dans une phase de page ou prince. Et après, c'est plus difficile quand l'homme est un roi et qu'il est déjà fixe dans ses idées, et c'est plus difficile comment on pourrait dire, les moins malléables. Et donc, bon, moi je suis avec des princes. Je pense que Christian, je le sens plus un prince avancé. Mon autre compagnon, c'est plus un jeune prince. Et j'aime beaucoup les princes, moi. Je les trouve super cool parce qu'ils sont encore flexibles. Ils cherchent une vraie partenaire de vie pour co-créer, pour réfléchir ensemble et tout ça. Le roi, c'est un peu différent. Le roi, il va être plus un provider. Il va avoir envie de s'occuper du foyer, etc. Alors que le prince est beaucoup focus sur ce qu'il est en train de créer, et il a une grande et belle vision à laquelle il aimerait donner vie, mais parfois c'est difficile quand il est tout seul, et c'est mieux de réfléchir avec une femme et tout ça. Donc moi, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Il faut comprendre que les hommes, finalement, ils sont assez simples. Enfin, écoutez le travail d'Alison Armstrong, et si on est direct avec eux et qu'on joue pas de jeu, et qu'on leur explique qu'on a envie de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils nous aident aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, les choses sont très simples et faciles, et ils ont beaucoup de gratitude pour ça.
Et un homme qui a beaucoup de gratitude, il va être très, très aimant et très, très soutenant. Et moi, c'est ce que je ressens au quotidien, en fait, un niveau d'amour, de soutien, je me sens vraiment, je sais pas comment dire, embrassée dans mon féminin et soutenue et portée, en fait, dans mon féminin par ces hommes-là, parce que je les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes et donc ils me redonnent ça en échange, en fait. Et donc il y a ce flot féminin-masculin qui s'installe et qui est vraiment très, très beau. Euh, c'est différent. Alors donc il y a les stades de développement de l'homme qui sont expliqués par Alison Armstrong dans ses livres et ses workshops. Et on pourrait se demander, est-ce que la femme a ces mêmes stades de développement? Alors nous, comme on a aussi un côté masculin, on a aussi des stades de développement de notre masculin à nous, qui sont les mêmes stades de développement que ceux des hommes. Mais notre féminité est accessible depuis l'enfance et jusqu'à la mort de façon, je ne vais pas dire égale parce qu'on n'est pas tout égal, on n'a pas tout eu accès à la même chose, mais on peut révéler les composantes de notre féminité tout au long de la vie, dans l'ordre, dans le désordre, vous voyez, en fait, donc les caractéristiques féminines, c'est la réceptivité, la joie, le jeu, toutes ces choses-là, en fait, la douceur, tout ça, c'est féminin, et la créativité, et tout ça, on peut l'accéder dès l'enfance. En fait, on n'a pas des stades de développement comme voilà, jusqu'à l'adolescence, puis après l'adolescence, jusqu'à la vie de 35 ans, 40 ans, etc. Non, en fait, nous, on a accès à tout, tout le temps. Et on va le développer ou on ne va pas le développer. Mais voilà, c'est donc différent. Mais les hommes peuvent nous aider aussi. Moi, je vois bien quand mes hommes sont bien positionnés dans leur masculin, moi, ça me permet de bien me repositionner dans mon féminin aussi. Et c'est une belle danse après ensemble. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je me suis remise à danser cette année et que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je pense que j'ai passé beaucoup d'années plus dans mon masculin parce que bah, je devais être forte vu ce que j'avais vécu dans ma famille. Et puis après, je devais être forte parce que je voulais créer mon entreprise. Mais je l'ai fait aussi avec beaucoup de féminin, parce que moi, je ne sens pas que j'ai créé mon entreprise dans la force, même si il a fallu quand même du masculin pour pouvoir développer tout ce que j'ai développé, parce que c'est quand même une grande entreprise que j'ai créée, 1 million d'euros l'année dernière. Ça demande d'avoir du masculin en soi, mais mes programmes, mes livres, tout ce que j'ai accouché, c'était quand même depuis un espace beaucoup plus féminin pour moi. Il y a beaucoup de flow, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de joie. Voilà. Donc c'était quand même, je trouve, relativement équilibré. Mais j'ai encore plus équilibré en revenant davantage cette année dans mon féminin grâce à la danse et en me laissant l'idée par du masculin, puisque mes 2 compagnons dansent avec moi. Et c'est du zouk brésilien, pour les gens qui ne savent pas. Donc j'ai fait un teacher training de zouk brésilien cet été. C'est marrant parce que j'avais rencontré Christian à une ecstatic dance en 2018 à Ubud. Et j'ai rencontré mon nouveau compagnon au zouk cette année à Ubud. Donc, comme quoi. Hein. Et il y a plein de femmes qui disent on rencontre personne à Ubud parce qu'il n'y a que des femmes. C'est vrai que c'est quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes à Ubud par rapport aux hommes. Donc, c'était. Ubud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville médecine à Bali. Et il y a beaucoup de yoga, beaucoup de retraites, de développement personnel, des choses très féminines en fait, féminine embodiment et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a moins d'hommes que de femmes à Ubud. Mais si vous pensez ça, venez donc à Canggu, parce que maintenant que j'ai déménagé près de Canggu, près de la mer, il y a beaucoup d'hommes. Et alors, ils sont balèzes, hein, grosse moto, gros muscles, ils mangent de la viande et tout. Là, il y en a un paquet. Hein. Donc, les filles, si vous venez au bout de faire des retraites et que vous êtes célibataire, venez passer un petit peu de temps à Canggu après si vous essayez de pécho, parce que là, vous allez les trouver. Mais vous pouvez aussi les trouver à Ubud. Hein. Moi, je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un n'importe où. Voilà, je vais répondre à une ou deux autres questions et terminer. Peut-on avoir des amitiés hommes-femmes tout aussi enrichissantes avec accord relationnel, avec tout ce que la relation peut apporter, mais sans sexualité? Bien sûr, en fait, on peut tout créer, en fait, il n'y a pas de règle. Comment ne pas s'attacher, être libre de toute attache, même émotionnelle? Quel intérêt de faire ça? Parce qu'en fait, s'il y a de l'amour, il y a de l'attachement. En fait, on ne peut pas aimer sans attachement du tout. Je pense pas, et je pense pas que ce soit l'objectif. Mais on peut créer des attachements qui soient sains. Et donc, on peut comprendre un peu ces dynamiques relationnelles et ces réactions névrotiques, comme je disais tout à l'heure, et ses besoins, et les exprimer aux autres, et trouver des gens en face qui sont capables d'y répondre et de créer quelque chose de sain. Et donc, par exemple, si je me retrouve dans une posture où je suis un peu needy, c'est-à-dire vraiment avoir des gros besoins, en face de moi, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un compagnon qui puisse accueillir ça, accueillir mes émotions, reconnaître qu'elles existent,
être capable d'être à côté de moi avec mes émotions et me laisser les processer dans sa présence, et en même temps qu'il m'aide à comprendre que je suis capable de répondre à une partie de ses émotions moi-même, qu'il est volontaire pour répondre à une partie de ses besoins pour moi, avec moi, en co-création, et m'aider en fait à me redresser dans un espace où je vais me sentir attachée sainement avec lui, parce que oui, j'ai besoin de lui, mais pas un besoin euh, qui est incontrôlable et qui me fait perdre mon ancrage avec moi-même et ma sécurité intérieure. Donc c'est pour ça que ça nécessite d'être avec des personnes qui travaillent sur elles et nous-mêmes de travailler sur nous pour pouvoir créer des attachements qui sont sains et sereins. Et je vous invite à écouter le livre ou à le lire, le livre Polysecure de Jessica Fern, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elle en parle beaucoup, et elle a aussi un workbook, un livre d'exercices avec plein de questions à se poser pour savoir ce que ça veut dire pour nous d'être en sécurité dans une relation ouverte ou pas une relation ouverte d'ailleurs. Voilà, peut-être dernière question. Quelle croyance tu entretiens pour être heureuse en amour? Alors, moi j'entretiens la croyance que la vie est toujours de mon côté, qu'elle me fait rencontrer toujours les bonnes personnes pour moi, pour mon évolution. Que si j'ai confiance en moi et que j'ai confiance dans la vie, alors le meilleur est toujours à venir. Et parfois, peut-être en parlant d'attachement, comme en ce moment je suis en train de vivre ça, avec mon nouveau compagnon, je vois que c'est tellement beau, j'aurais envie de figer des choses. Je me dis, ah, c'est beau, j'ai envie qu'on mette un coating dessus, on va glacer ce qui est en train de se passer, on va le figer pour que ça puisse durer dans le temps. Et ça, je me vois faire, hein, et je me dis non, mais en fait, si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en lui, si j'ai confiance dans la vie, le meilleur va nous arriver. Et le meilleur sera toujours à notre service, en fait. Le meilleur, ça va être pour qu'on continue de grandir, qu'on continue, que ce soit beau pour lui, que ce soit beau pour moi, que ce soit beau pour tout le monde, et que tout le monde gagne. Et parfois, je pense qu'on oublie de faire confiance à la vie, et on oublie qu'elle est de notre côté, et que les solutions vont arriver, comme par exemple ce mois-ci. Je ne pensais pas du tout que ce serait possible de vivre ça en si peu de temps. Ça fait que 4 mois qu'on est ensemble, que la relation a été réouverte. Donc, faire confiance que la vie connaît les chemins que nous ne connaissons pas encore, et que si on veut bien se mettre au service de l'amour et dire oui à l'amour, et donc ça, j'ai de la gratitude aussi, gratitude à moi d'avoir écouté de multiples fois dans ma vie le chemin de l'amour, gratitude à Christian d'avoir dit oui à des relations non conventionnelles et d'avoir accepté en fait ces dynamiques depuis le début finalement, puisqu'on a commencé en relation ouverte. Allez écouter mes autres épisodes si vous voulez, si vous ne connaissez pas rétrospectivement ce qui s'est passé. Et puis, gratitude à mon nouveau compagnon qui, quand il m'a rencontré, ne savait rien du polyamour et qu'on dansait ensemble. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, je vois bien qu'il y a quelque chose entre nous, mais je suis fiancée. Et en ce moment, mon compagnon est en voyage et quand il va revenir, je lui parlerai de toi. Et tout de suite, il a dit, ok, je suis là avec toi pour ce chemin et je vais le faire avec toi, quoi qu'il se passe. Et je dis oui à l'amour avec toi et sous la forme que ce sera possible pour nous. Et donc, c'est ça en fait. La croyance que j'ai, c'est que quand on dit oui à l'amour, tout est possible et surtout le meilleur. Et si on est capable de déconstruire ce qu'on croyait être juste à propos de l'amour, eh ben on peut trouver ce qui est vraiment juste pour nous à l'intérieur. Et dans son livre Polywise, encore une fois, je vais la citer, Jessica Fern, elle explique quelque chose en lien avec... en fait, elle a eu une maladie auto-immune il y a quelques années. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû complètement revoir sa façon de se nourrir. Et donc, elle a arrêté le gluten, etc., etc. Et du coup, elle est devenue socialement moins adaptée à son environnement. Et c'était plus difficile et les gens ne comprenaient pas autour d'elle ce qu'elle était en train de vivre. Mais elle s'est rendue compte qu'elle se sentait tellement mieux et que c'était tellement aligné, tellement juste pour elle de vivre ça dans son corps que finalement, les avis des autres, ce que la société pensait, ce qui était offert dans les cartes de 95% des restaurants, etc., d'un coup, elle s'en foutait complètement et elle s'est dit, mais c'est génial, en fait, j'ai trouvé ce qui me convient à moi pour être dans la vitalité, pour être connectée pleinement à qui je suis, pour retrouver ma clarté mentale, pour me sentir que je réponds à mes besoins, en fait. Et elle donne cet exemple-là en disant que c'est un peu la même chose quand on choisit d'écrire ses propres accords relationnels et de suivre l'énergie d'amour pour soi. C'est un chemin qu'on fait pour soi.
Et quand on sent à l'intérieur à quel point ça nous fait du bien, finalement, peu importe ce que la société en pense, on s'en fout. Donc voilà, moi je suis là, j'ai une entreprise dans laquelle je vends des programmes de coaching et, et en fait ça n'a rien à voir avec pour l'instant en tout cas, parce que dans le futur je ferai certainement plus de choses sur l'amour. Et je suis là et je vous parle de ce que je vis en amour parce que j'ai envie que plus de gens s'autorisent aussi en fait à créer ce qu'ils veulent créer en amour. Mais si c'est juste pour moi, alors c'est plus important que ce que les gens peuvent penser de ce que je vis. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup fait grandir. Et c'est contagieux. C'est-à-dire que quand je sens que je suis dans ma vérité et que c'est juste et que je me sens saine et que je sens que c'est sain, en fait, les relations que je suis en train de co-créer, eh ben, ça attire des gens qui cherchent vibratoirement le même type de relation, pas forcément la même forme, mais en tout cas qu'elle soit saine aussi relationnellement et qu'on soit capable de se dire la vérité, d'exprimer ses besoins, etc. Et donc, c'est juste extra. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Si vous avez d'autres questions, j'en ferai un autre épisode. Merci pour votre curiosité et aussi pour vos retours qui sont toujours extrêmement bienveillants et positifs et très aimants. Donc, merci du fond du cœur pour ça. Je vous invite à noter cet épisode, à lui mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. Si vous pouvez aussi mettre un commentaire, n'hésitez pas. Et puis, partagez-le autour de vous aux personnes qui peuvent être intéressées pour écouter cet épisode. Je vous dis à bientôt et plein d'amour vers vous, quelle que soit la forme que vous choisissez de donner à vos relations. Bye bye.